et bien, ce sont des guerres menées par la gauche qui, en même temps, se veut pacifiste et développe en tout cas un discours et une tradition de cette nature. Donc on voit que le clivage droite-gauche, c'est quelque chose qui peut être mouvant dans le temps et qui n'est pas si simple. Alors j'ai essayé de trouver quand même des éléments clivants de la droite et de la gauche pour qu'on ait l'idée de qu'est-ce qui fait qu'on est un homme de droite, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme de gauche. Alors je dirais les valeurs dominantes, parce que si on rentre dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je dirais que il me semble qu'un homme de droite, quand on étudie toute l'histoire des droites, 3e, 4e, 5e République, on trouve à peu près ces constantes. Un homme de droite, c'est un homme qui est attaché à un triptyque de valeurs, pour faire simple, qui serait travail, j'allais dire travail, famille, patrie. Non, surtout pas, c'est pas faute. Non, travail, autorité, patrie, peut-être. Travail, autorité, patrie, dans cet ordre-là ou dans un autre ordre. L'homme de droite, c'est un homme. Vous pourrez me contredire, hein, surtout à la fin, là, quand on n'est pas grave, c'est n'importe quoi votre truc, mais il me semble qu'un homme de droite, c'est un homme qui a une autre idée de la valeur du travail. Il ne pense pas que le bon système, c'est le système où on va à la source populaire, où on va chercher son dû à la caisse d'allocation familiale. L'homme de droite est quelqu'un qui croit que par sa vertu, par son investissement personnel, il va pouvoir se construire un patrimoine. L'homme de droite est attaché à son patrimoine parce que souvent il en est à l'origine de ce patrimoine, par son effort personnel. C'est pour ça que dans le discours de Sarkozy aux dernières élections, il y avait un truc qui parlait certainement à l'homme de droite, c'est quand il disait moi je suis là pour défendre les gens qui se lèvent tôt, quoi. Et c'est vrai que l'homme de droite, c'est pas que l'homme de gauche se lève tard, l'homme de droite se lève tôt, et que l'homme de gauche vit la nuit, et l'homme de droite vit le jour. Non, c'est pas exagéré, mais l'homme de droite est certainement donc quelqu'un qui connaît la valeur de travail, et c'est vrai que des réformes comme les 35 heures, comme la retraite à 60 ans, ce sont des réformes de gauche en ce sens que on ne se pose pas la question de savoir si ça a du sens, mais moins on travaille, mieux c'est. Moins on est... voilà, le travail est une punition par un homme de gauche, et donc... et puis c'est aussi une forme d'exploitation, par essence. Le travailleur est forcément exploité, il est exploité par un patron, il est exploité par des clients, il est exploité par... voilà. Alors que l'homme de droite, il se dit, lui, qu'il se construit quelque chose, il se construit un avenir, il se construit un avenir pour lui et ses enfants. Et... en outre, l'homme de droite, c'est le deuxième valeur du triptyque de l'homme de droite, c'est un patriote. C'est un patriote, c'est-à-dire que il pense qu'il est là en continuité avec ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Il se sent dans un système de filiation, et de ce point de vue-là, le travail correspond à cette filiation. L'homme de droite est un patriote. Alors, ça peut être un patriote français, comme on l'était pendant la guerre de 14 et à cette époque-là, mais ça peut être aussi un patriote européen. Je comprends très bien dans le monde d'aujourd'hui qu'on se dise ma patrie c'est l'Europe, et je me souviens que dans mes années de militantisme jeune, encore plus jeune je dirais, eh bien on était pour l'Occident par exemple, l'Occident, donc ça dépassait largement la France, on se sentait concernés par le combat par exemple des Américains au Vietnam. On disait, ouais, les Américains au Vietnam, c'est l'Occident qui se bat contre les bolcheviks. Donc je comprends très bien. Et les jeunes gens de la LDF pendant l'occupation, c'était pas des antipatriotes, c'était pas des traîtres. Les jeunes gens de la LDF, ils disaient, nous défendons l'Europe. Alors l'Europe, peut-être l'Europe allemande, mais en tout cas nous défendons l'Europe face au risque d'une invasion soviétique. Et donc il y avait une position qu'on va avoir aussi après-guerre avec le mur de Berlin, etc., une position de patriotisme français, de patriotisme européen. Et la troisième valeur de l'homme de droite, me semble-t-il, c'est une notion d'autorité. L'homme de droite est quelqu'un qui n'attache pas une importance radicale
à la notion d'élection. Il ne pense pas que c'est de l'élection, du suffrage universel que va naître la vérité absolue. Par contre, l'homme de droite est sensible à un discours d'autorité de gens qui ont un projet et qui veulent porter, aider, nous aider, ou aider le peuple, ou aider la population française, ou la population européenne, sur un projet, que ce soit par que cet homme ait été désigné par le suffrage universel, ou qu'il ait été éventuellement un dictateur, ou quelle que soit la nature de son arrivée au pouvoir. L'homme de droite est sensible à cette notion d'autorité, c'est-à-dire un projet qui se construit, qui est collectif, et qui est mené par des hommes à la fort charisme, à la forte personnalité. Et c'est pour ça que l'homme de droite est souvent sensible, par exemple, à la figure de Napoléon, comme de Bonaparte, parce qu'on avait là quelqu'un qui a bouleversé le droit français, qui a remis dans un pays qui partait à volo, qui a réformé tout le système pénal, le système de relations, l'architecture administrative, qui en même temps a fait la guerre un peu partout. Mais on voit que ce type de grand réformateur est un type de personnage est assez apprécié à droite. Alors, par contraste, qu'est-ce qu'on a comme valeur de gauche ou valeur structurante d'un homme de gauche? Je dirais que on trouve plus ou moins cette notion de liberté, égalité, fraternité, mais d'abord, si on est sur des thèmes moins enracinés que travail, patrie, autorité, et liberté, égalité, fraternité, on est sur des valeurs non durables, et surtout, derrière ces mots, on peut y mettre beaucoup de choses, et par exemple, la liberté telle qu'elle est imaginée ou idéalisée par un homme de gauche, sera une liberté encadrée par des lois et de plus en plus encadrée par des lois. On vit, je trouve, en France, même par rapport à beaucoup d'autres pays, on vit une évolution de judiciarisation de l'expression libre, de limitation de l'opinion, de la libre opinion. On voit encore avec notre petit incident de cet après-midi. Et tout se passe, fréquemment les choses se passent comme ça. On a aussi tout ce qui est judiciarisation, tout ce qui est loi mémorielle. C'est quand même assez extraordinaire qu'en France, il y ait des thèmes, il y ait des vérités historiques qui soient aujourd'hui non contestables et ne peuvent pas être contestées sous peine de se retrouver condamnés par la justice. Or, on est dans le domaine des idées, on est dans le domaine de l'histoire, on est dans le domaine des événements du passé, c'est quand même assez affolant. Donc, liberté encadrée par la loi et de plus en plus encadrée. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être le souci du législateur, c'est d'encadrer toujours plus la liberté pour que ce soit une liberté dans l'absence de liberté, en fait. Vous voyez, sur le débat sur, par exemple, le mariage des homosexuels, bon, c'est un débat qui peut interpeller tout le monde, mais derrière ça, on se dit qu'un jour, il arrivera un moment où il ne sera plus possible, on n'aura peut-être plus le droit de dire qu'on est contre. Dire qu'on est contre le mariage des homosexuels deviendra une opinion condamnable par les tribunaux. Condamnable par les tribunaux. Et oui, parce qu'à partir du moment où la loi aura autorisé le mariage homosexuel, le fait de dire qu'on est contre, à titre individuel, personnel, comme on peut être contre d'autres choses, eh bien, ça sera une discrimination. Ça sera une discrimination. De même, vous avez sur l'islam, il y a quand même des raisons de dire que l'islam pose des problèmes. En France, dans le monde, enfin, chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, il y a toujours, aujourd'hui, depuis maintenant à peu près 20 ans, il y a toujours une origine, enfin, très souvent, on voit bien que c'est un vrai problème dans le monde aujourd'hui, à l'échelle planétaire. En même temps, il est
condamnable de faire de l'islamophobie. Faire de l'islamophobie est une atteinte à la liberté religieuse des musulmans, etc. Donc on voit bien qu'il y a comme une restriction de la liberté de parole, parce que là on est dans la parole, on n'est pas dans l'acte. Si l'homophobie c'est d'aller taper sur des homosexuels, ou si l'islamophobie c'est d'aller poser des bombes dans des mosquées, je trouve ça normal que ce soit interdit. Mais si c'est de plus pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'apprécie pas l'islam, on peut dire que l'islam est une religion de merde par exemple, ou qu'on pense que le mariage c'est fait pour un homme et une femme pour faire des enfants, etc. Si on n'a plus le droit de dire ça, c'est sûr que de le dire, hein, c'est pas autre chose. C'est sûr que c'est une atteinte à la liberté, me semble-t-il. Mais c'est quand même, je dirais, le projet de gauche aujourd'hui, c'est certainement cette liberté encadrée. Donc c'est liberté, égalité, fraternité, mais très encadrée. L'égalité, il y a aujourd'hui l'égalité pour un homme de gauche, c'est vrai que ça c'est une valeur structurante de la gauche, mais longtemps ça a été l'égalité au sens guillotine, hein, le complexe de Proclus, tout le monde à la même hauteur, et puis quand on guillotinait sous la Révolution un enfant, eh bien, on a guillotiné des enfants à la Révolution, hein, c'est pas oublié. Bien la guillotine, parfois, elle coupait la moitié du cerveau parce que l'enfant était trop court. Mais peu importe, c'était cette notion d'égalité terroriste, et c'est aussi ce qu'on avait dans l'URSS d'avant-guerre, de Staline, avec la persécution des koulaks, après les semi-koulaks, les quarts de koulaks. On était toujours trop riche pour quelqu'un, donc il fallait leur tirer une balle dans la nuque et puis ensuite les mettre dans des charniers de manière à ce qu'on ait une belle égalité. On n'est plus du tout dans cette problématique d'égalité-là dans les valeurs de gauche, mais on est dans la problématique fiscaliste aujourd'hui. Donc comme ils ont tous les pouvoirs, ils organisent une fiscalité égalitaire. Donc c'est la deuxième valeur, c'est l'égalité, mais ce n'est pas l'égalité volontaire, c'est pas l'égalité de la générosité, de groupe catholique, quelque chose là, des distributions de vin chaud aux sans-abri, c'est une égalité portée à travers la fiscalité. Et puis la troisième notion, la fraternité, cette notion, c'est plus la fraternité des armes, c'est plus la fraternité de cette nature. Aujourd'hui, l'homme de gauche va développer une notion de fraternité à travers l'étatisme. C'est l'État, le Big Brother, le grand frère. Notre grand frère à tous, c'est l'État, et c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui, mais on doit tout lui donner. On doit tout donner au grand frère. Vous voyez ça aussi dans les banlieues parisiennes, le grand frère, vous devez tout lui donner parce que c'est lui qui fait la police dans son quartier. Si vous ne lui donnez pas, vous trouvez les pneus de vos voitures crevées, vous trouvez les portières taillées, etc. Donc, c'est aussi une autre conception du grand frère. Mais liberté, égalité, fraternité, multiplié par la gauche. Et donc il me semble hein, que les triptyques de valeurs sont là, travail, autorité, patrie d'un côté, liberté, égalité, fraternité de l'autre, mais vous voyez, dans je dirais, une acception bien particulière. Alors,